Électrochoc, le podcast des électrons libres. Méga canal, méga opportunité. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un projet d'infrastructure colossal qui fait couler beaucoup d'encre, le canal Seine-Nord-Europe. Bonjour Max. Oui, un projet qui suscite des débats passionnés. D'un côté, la promesse d'une révolution logistique et économique, et de l'autre, des craintes écologiques très fortes. Pour bien comprendre, il faut d'abord visualiser le contexte. Exactement. Imaginez deux des plus grands poumons économiques d'Europe du Nord. Au sud, le bassin de la Seine, avec Paris, sa région et le grand port du Havre. C'est le cœur de l'économie française. Et au nord, le bassin de l'Escaut, centré sur le port d'Anvers, qui est une plaque tournante industrielle et logistique majeure pour tout le continent. Entre ces deux zones, les échanges de marchandises sont absolument gigantesques. Et aujourd'hui, comment circulent ces marchandises? Principalement par la route. Des milliers et des milliers de camions qui saturent l'autoroute A1. Il existe bien un petit canal, le canal du Nord, mais il est complètement dépassé. Dépassé, c'est le mot. Il a été conçu pour des péniches de 400 tonnes. Or, aujourd'hui, les convois fluviaux modernes qui naviguent en Europe du Nord peuvent transporter jusqu'à 4400 tonnes. C'est 10 fois plus. Le canal actuel est donc un véritable goulot d'étranglement. D'où l'idée de ce fameux canal Seine-Nord-Europe, une nouvelle voie d'eau de 107 km à grand gabarit pour enfin connecter efficacement ces deux bassins et faire basculer une part importante du fret de la route vers le fleuve. Mais comme souvent avec les méga-projets, la contestation est vive. On a vu des manifestations importantes portées par des collectifs écologistes qui dénoncent une aberration. Le premier point de crispation, c'est l'impact sur la biodiversité. Et il faut être honnête, les chiffres du chantier sont impressionnants. On parle de 107 km de long, 54 mètres de large et 74 millions de mètres cubes de terre à déplacer. C'est colossal. Forcément, ça a un coût pour la nature. L'étude d'impact elle-même le reconnaît. Le projet va affecter des centaines d'hectares de forêts, de zones humides et de terres agricoles. Le tracé traverse même des zones naturelles protégées. C'est le point qui fait le plus réagir, et c'est compréhensible. Mais il faut aussi mettre ces chiffres en perspective. Par exemple, les 240 hectares de zones humides touchées ne représentent que 2% de celles de la plaine de l'Oise. Les surfaces forestières, c'est 0,2% du département. L'impact est réel, mais il reste localisé. Et surtout, le projet ne se contente pas de détruire. Il y a tout un volet de mesures compensatoires qui est souvent passé sous silence. Pour chaque hectare de zone humide détruit, près de 2 hectares seront créés ou restaurés. Pour les forêts, on prévoit de replanter presque 3 fois la surface coupée. Sans oublier les aménagements pour la faune, une cinquantaine de passages pour les animaux, des rampes pour éviter les noyades. L'idée affichée n'est pas juste de réparer, mais de viser un gain écologique à long terme. La vraie question, c'est le temps que mettra la nature à s'adapter. L'autre grande inquiétude, c'est la gestion de l'eau. On entend parler d'un volume de 26 millions de mètres cubes, l'équivalent de dizaines de mégabassines. Ça fait peur, surtout en période de sécheresse. C'est un chiffre choc, mais il faut être précis sur l'origine de cette eau. Elle ne sera pas pompée dans les nappes phréatiques, comme pour l'irrigation agricole. Elle sera simplement prélevée dans de grands cours d'eau, comme l'Oise, qui de toute façon se jette dans la mer. Et il y a un détail technique crucial. Le nouveau canal sera en grande partie étanche. Contrairement à l'ancien qui fuisait et drainait les sols, celui-ci limitera les échanges avec les nappes. Paradoxalement, en remplaçant l'ancien canal, le projet pourrait même faire remonter le niveau de certaines nappes localement. Le troisième grand angle d'attaque, c'est le bilan carbone. Un chantier de cette ampleur, avec ses engins, son béton, son acier, ça émet énormément de gaz à effet de serre. On parle de près de 3 millions de tonnes de CO2 juste pour la construction. C'est un coût carbone initial très lourd, c'est indéniable, mais il faut le comparer aux bénéfices attendus. L'objectif même du canal, c'est ce qu'on appelle le report modal, faire passer des marchandises du camion à la péniche. Et là, le gain est énorme. Un convoi fluvial émet jusqu'à 4 fois moins de CO2 qu'une file de camions transportant la même quantité de marchandises. Selon les projections, le canal atteindrait sa neutralité carbone en une dizaine d'années seulement.
Et sur le long terme, d'ici 2070, le bénéfice net est estimé à 56 millions de tonnes de CO2 évitées. C'est l'équivalent de 2 ans d'émissions de tout le transport routier en France, sans parler de la réduction des particules fines, du bruit, des embouteillages. Reste la question qui fâche, le coût. On parle d'un projet pharaonique. Le budget a explosé, passant de 4,2 à 5,1 milliards d'euros pour la seule construction. Oui, et si on ajoute les investissements annexes comme les ports ou les plateformes logistiques, la facture totale grimpe à 8 milliards d'euros. C'est le chiffre souvent mis en avant par les opposants. Mais un coût n'est pas une dépense à fond perdu, c'est un investissement. Pendant la construction, on parle de 13 000 emplois créés. Et une fois en service, le canal devrait générer une nouvelle dynamique économique, avec potentiellement 50 000 emplois à la clé. L'étude socio-économique estime même que le gain global pour la société, sur 50 ans, serait de 8,4 milliards d'euros pour la France. Et ce calcul a été fait avec une valeur du carbone très sous-évaluée par rapport aux standards actuels. Si on l'actualise, le projet devient rentable même dans les scénarios les plus pessimistes. Au final, Céleste, on a l'impression que ce projet cristallise une opposition qui va au-delà de ses seuls impacts. On met en avant des arguments écologiques, mais n'y a-t-il pas aussi une méfiance plus profonde vers ce type de méga-projet ? C'est une excellente question. On observe une opposition quasi systématique à tout projet d'envergure, qu'il s'agisse de bassines pour l'agriculture, d'une ligne ferroviaire ou d'un canal. On a l'impression que ces projets deviennent des symboles à abattre, représentant un modèle de développement et de croissance que certains rejettent en bloc. C'est tout le paradoxe. On critique un projet qui, malgré ses impacts initiaux évidents, vise à long terme des bénéfices écologiques majeurs, comme la décarbonation du transport de marchandises. La question reste ouverte. Un méga-projet peut-il être une méga-opportunité pour l'environnement ? Le débat est loin d'être clos et il est essentiel de continuer à l'analyser de manière factuelle en pesant le pour et le contre au-delà des slogans. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.